Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission numéro 94 consacrée aux enjeux de découvrabilité des marques à l'ère de l'IA. Avec près d'1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires pour ChatGPT et plusieurs millions pour Gemini ou Perplexity, les interfaces IA s'imposent progressivement comme de nouveaux points d'entrée dans la recherche d'informations et de la recommandation. Même si elles ne représentent aujourd'hui que 5 à 10% des requêtes globales, elles devraient capter d'ici fin 2026, près de 25% du volume de recherche selon Gartner, propulsant les LLM comme les principaux prescripteurs au risque d'en faire les maîtres absolus de la relation marque-client. Comment émerger dans cet écosystème désintermédié par les IA ? Comment préserver ce lien émotionnel unique qui fait l'attachement à la marque et renforce la confiance client ? Faut-il repenser les parcours, ses actifs, sa relation client? Et demain, où se jouera la découvrabilité? Uniquement sur ces interfaces ou dans les expériences que les marques contrôleront encore? C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités que je vais présenter. Alexandre Myrson, bonjour. Vous êtes Chief Digital, Data et Technology Officer de Sephora, enseigne de beauté à la renommée mondiale et maison du groupe LVMH. À vos côtés, Marie-Laure Cassé, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, vous êtes directrice digital marketing et client de Castorama France, Casto pour les intimes. Enseigne passionnée par l'amélioration de la maison et marque du groupe Kingfisher. Face à vous, Laurent Gicquel, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur digital et commercial de Maeva, petite dernière du groupe Pierre et Vacances, c'est ça, Center Park ? Exactement. Et qui est une plateforme française de distribution et de services dédiée aux particuliers et aux professionnels de la location de vacances. Et à ma droite, Adrien Vesteghem, bienvenue. Merci. Vous êtes directeur data et IA du groupe Meilleurtaux, première marketplace de services financiers en France. Alors, on va démarrer la discussion et je démarre avec vous, Alexandre. Alors, le secteur de la beauté est déjà bien présent et bien référencé dans les IA. Les recommandations produits, on l'a vu en 2025, ont explosé de plus de 1000%. Les recommandations générées par les IA, et en même temps, 2/3 des consommateurs les utilisent déjà pour trouver des produits. Est-ce que, selon vous, c'est une simple évolution des usages ou alors une rupture encore plus profonde dans la manière dont les clients découvrent et choisissent leurs produits ? Vous avez raison, c'est un changement radical, en fait. C'est une vraie révolution que nous sommes en train de vivre, qui présente de réelles opportunités, bien sûr, pour les marques et les retailers, élargir leur audience, un reach, comme on dit, plus large, toucher de nouvelles personnes. C'est aussi l'opportunité de profiter de ces LLM pour augmenter le halo d'une marque et de bâtir sur la confiance qu'une marque a construite. Et c'est justement là que se présentent aussi des challenges importants, qui sont de se demander qui va être l'interlocuteur direct de nos clients à l'avenir et comment faire pour installer notre marque, notre point de vue, notre expertise dans l'esprit des clients, comment faire pour être visible sur ces LLM et être la destination de ceux et celles qui cherchent des informations. Ça, c'est le vrai challenge. C'est une révolution, on est bien loin de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de gestion de contenu, SEO. On parle de nouveaux usages, on parle d'une transformation non seulement technologique, mais aussi pour les marques et leur positionnement. Clairement, on fait face à un risque important, qui est la perte de la relation directe avec les clients. Donc ça nous encourage à être encore plus personnalisé et encore plus direct avec nos clients, sinon le CRM disparaîtra. Eh bien, vous nous direz quelles préconisations vous faites justement pour contrer ça. Marie-Laure, pour Castorama, alors l'habitat aussi, l'amélioration de l'habitat observe une mutation du commerce et du search. Quels sont les premiers constats que vous faites pour Casto? Alors oui, vous êtes sur la France, mais vous avez aussi cette vision à l'international. Les premiers constats sur le trafic et la visibilité de Castorama et comment ça redéfinit vos enjeux? Alors en effet, le groupe Kingfisher, il est très présent en Europe et notamment au UK, où notamment Google Overview, AI Overview est présent. Et là, c'est vrai que mes homologues constatent
des variations assez fortes. Alors, des choses très positives, des croissances spectaculaires des impressions, en fait. Des croissances aussi des requêtes marques, parce que finalement, les internautes, ils vont sur les LLM, ils découvrent la marque et ensuite, ils vont directement sur le site web. En revanche, c'est vrai qu'on constate des baisses de requêtes sur le SEO. Nos requêtes traditionnelles sur le moteur keyword, entre guillemets, là, on voit que ça baisse pas mal. En France, nous, on n'est pas encore impactés, on n'a pas de baisse de nos chiffres et en fait, on a développé, mais comme tout le monde j'imagine, tous les dashboards qui permettent de suivre justement le poids des LLM dans notre trafic, c'est encore assez faible. Et alors nous, pour l'anecdote, en fait, le LLM qui crawl le plus, c'est Hellocasto, notre chatbot interne qui, du coup, utilise tout le contenu du site à des fins de répondre aux prompts de nos propres internautes. Voilà. Donc pour le moment, évidemment, on suit ça de très très près, mais notre trafic pur France n'est pas encore impacté. Ok. Laurent, pour Maeva, alors Maeva est déjà une plateforme d'intermédiation, c'est ça, entre vacanciers et hébergeurs, et avec l'arrivée des LLM et des interfaces conversationnelles qui vont orienter aussi les choix des clients et recommander des séjours, on peut y voir sûrement une nouvelle couche de désintermédiation. Est-ce qu'il y a un risque pour un acteur comme Maeva ? Oui, il y a un risque qui est assez important. On vit quand même une période assez extraordinaire. Il y a eu le changement avec le mobile, qui a été une vraie révolution, mais qui s'est fait de manière assez lente au final, avec des usages qui évoluent de manière assez lente. Là, les LLM et l'IA est en train de bousculer de manière assez incroyable la manière dont les vacanciers recherchent leurs vacances. On passe de « je tape un mot-clé » à « j'exprime une intention » et avec un vrai besoin du coup de retravailler le poids de la marque. Donc nous, on est en tant que plateforme de distribution en France avec Maeva.com et aux Pays-Bas avec Vacances Soleil, clairement impacté. C'est un risque, c'est une vraie aussi opportunité d'être identifié par les LLM comme par un acteur local de proximité avec une vraie expertise sur le terrain, sur les produits, des services aussi différenciants que certaines grandes plateformes type Booking et Airbnb vont pas forcément proposer. Donc nous, on essaie vraiment de travailler sur la différenciation de la marque et on revoit vraiment de A à Z tout le parcours client. On était très concentré sur Google. Là, on reprend presque un peu les basiques du marketing, des choses avec du bon sens, faire du SEO avec du bon sens, essayer de faire parler sur la marque, la différencier, bien la positionner et travailler vraiment tous ces aspects de confiance pour que la marque soit citée au maximum, que ce soit sur les réseaux sociaux, en termes d'avis clients. Donc, ça touche vraiment tous les parcours clients, de la recherche à la partie service client où l'IA maintenant est utilisée par les vacanciers et utilisée également dans tous les process de l'entreprise. On illustrera tout à l'heure, merci. Adrien, pour Meilleur Taux, alors Meilleur Taux capte déjà 28, je disais quelques chiffres, 28 millions de visiteurs par an et vous accompagnez 3 millions de clients dans leurs projets financiers. Pourtant, la découvrabilité reste un enjeu prioritaire pour vous. Qu'est-ce qui vous pousse à anticiper dès aujourd'hui les mutations du search et des parcours clients ? Oui, non, c'est un bon point. On a, je pense, comme tous ici, des marques qui sont assez fortes et du coup une position qui est confortable. Ce qui est important pour nous, c'est de vraiment rester au contact de nos clients. Donc on y est aujourd'hui, c'est super, et on est très agile sur ça, et on veut y être demain. Et effectivement, c'est ce que vous avez décrit, le monde change, il change assez vite, et on va se parler de vitesse. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le changement. Et en fait, le changement, il est assez souhaitable. On vivait dans un monde où, quand on avait une question, on allait avoir 1 million de réponses. C'était le monde où il fallait après cliquer et comprendre chacun. On arrive dans un monde où maintenant, je vais parler à mon IA générative de confiance et elle va me donner la réponse. Alors cette réponse, elle est partiale, c'est un peu embêtant, elle n'est pas complète. Elle ne nous arrange pas toujours. Parfois, elle nous fait très plaisir. D'ailleurs, souvent, elle nous fait très plaisir. On en parlera après. Mais c'est un gros changement et qui est souhaitable, qui est intéressant, mais du coup qui bouleverse pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est la vélocité de ce changement. On en a tous parlé. Et iOverview, c'est un bon exemple. C'est un des GAFA qui décide de mettre à disposition toute sa puissance de reach, d'impact et de dédier à l'IA générative, à sa solution d'IA générative, quasiment tout son trafic. C'est pas quasiment, c'est la moitié. Donc c'est ce qui s'est passé au UK. C'est ce qui ne s'est pas encore passé en France. Si ça se produit en France, il va y avoir une accélération qui va être spectaculaire en France. Et donc ces sujets-là sont d'autant plus importants. Donc gros changement.
il est important pour nous parce que c'est nos clients qui le vivent et on veut être là où nos clients ont envie de consommer l'information. Et qui n'est pas encore très très puissant ce changement. Nous, ce qu'on mesure, c'est que c'est quelques pourcents, c'est les ordres de grandeur, mais il peut devenir incroyablement puissant assez vite. Ouais. On verra aussi ce que vous comptez faire pour accompagner cette accélération. Je reviens vers vous, Marie-Laure. Donc on l'a compris avec vos introductions, il s'agit d'influencer les IA pour rendre les marques à la fois désirables et crédibles. Il y a un sujet de confiance, Laurent en parlait, et aussi faire en sorte que leurs produits, leur catalogue produits soient recommandés, puisque ce sont ces IA qui seront en première ligne des intentions d'achat. Alors, comment est-ce que vous comptez faire évoluer vos points de contact pour maximiser cette découvrabilité de vos produits auprès des IA, mais aussi auprès des clients? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier ses clients. Exactement. Et en fait, moi, je rejoins Laurent. Le premier sujet, c'est la marque, le leadership de la marque, sa puissance, sa désirabilité, sa différenciation, c'est super important, on le voit sur les chatbots, les LLM, etc. Et donc, pour moi, c'est ce travail-là avant tout de la marque, qui sont ses cibles prioritaires, quelle est sa proposition de valeur, sa singularité, qu'il faut travailler sur l'ensemble des points de contact. Et ça, c'est clé parce que l'autorité, entre guillemets, qui est un mot super important sur les LLM, elle rejaillit aussi de tous ces éléments-là. Le deuxième aspect, c'est clairement tout le contenu qui, je te rejoins, nous renoue vraiment aux éléments du SEO classique, quoi. Donc créer du contenu. Et dans le secteur du bricolage, pour le coup, Castorama en a produit énormément, à la fois sur son site, avec beaucoup de tutos, d'aides offertes, des vidéos, etc., sur les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, sur des sites tiers qu'on avait créés à l'époque. Et toute cette matière, elle est clé pour la rendre digeste. Aujourd'hui, on doit la faire évoluer, et nous, c'est ce qu'on fait concrètement sur des prompts autour, par exemple, de la salle de bain. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment des questions, des usages qui se posent de en fait, je recherche une porte coulissante pour une salle de bain qui fait 2 mètres carrés. Des trucs très précis comme ça. Et donc, nous, c'est la capacité de voir qu'est-ce qu'on a, entre guillemets, en portefeuille, en contenu. Est-ce qu'on a la bonne vidéo qui va bien, le tuto, la comparaison, parce que c'est clé, la comparaison, pour les LLM, d'arriver à, justement, exprimer pour une petite salle de bain, une moyenne, une grande, pour un bricoleur petit padawan, entre guillemets, ou maître Yoda. Tout ce contenu, en fait, nous, on le fait évoluer justement pour intégrer ces éléments-là de comparabilité. Et en fait, le dernier point qui est clé pour moi, c'est vraiment ce data model, tout l'enjeu du data, des attributs, etc., qui évidemment doit être super structuré. Et chez Castorama, on a annoncé ces derniers jours justement un partenariat hyper fort avec Google Vertex AI. Parce que voilà, on veut rentrer dans cette ère de l'agentic commerce notamment, et on sait que travailler avec ce partenaire qui est super puissant et continue d'accélérer va nous aider justement à exposer la richesse de notre catalogue et l'ensemble du contenu associé pour booster encore plus notre présence sur les LLM. Ce qui est intéressant, je ne l'avais pas spécialement à l'esprit, moi en tout cas en arrivant chez Castorama, c'est que le LLM Hello Casto, il existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est un outil qui a été développé en interne, en fait, qui a été repris par nos équipes d'intelligence artificielle. Et en fait, il est clé là aussi dans l'enrichissement des LLM parce qu'on a déjà beaucoup de prompts du coup de nos internautes. Et ça permet de savoir quelles sont les requêtes, de générer notre contenu et du coup de le diffuser aussi sur les autres plateformes. Donc pour moi, voilà, c'est ces quelques points qui sont stratégiques dans notre vision de comment émerger demain sur les LLM. Et puisque la découvrabilité par l'IA devient finalement un vrai levier de performance, quels seraient, selon vous, les nouveaux indicateurs qu'on devra suivre en matière de performance? Oui, alors en fait, là encore, c'est une évolution assez majeure, mais quand on est habitué à travailler son SEO, c'est pas si déconnecté que ça, en fait. Au lieu de suivre des bundles de keywords, on suit maintenant des prompts et des univers de prompts. On regarde du coup comment on remonte, comment on est nommé, est-ce qu'on a des liens. Ça, c'est aussi super intéressant. C'est super.
on peut être mentionné, mais sans avoir forcément le lien. Donc voilà, comment on continue à s'améliorer sur ces éléments-là. Et puis la force des outils aujourd'hui pour mesurer la performance GEO sur les LLM, c'est qu'elle permet de dire, OK, là, en fait, sur tel univers de prompt, tu es un peu light en contenu, il faut rajouter de la vidéo, ton texte, il n'est pas assez puissant, etc. Donc, les outils sont vraiment enrichis, je trouve, en tout cas ceux qu'on utilise chez Castorama, pour nous permettre d'avoir des plans d'action supra-méga ciblés sur les univers de requêtes. Voilà. Nous, la spécificité aussi chez Castorama, c'est qu'on va injecter nos personas clés qu'on a justement redéfinis dans le cadre de la marque, ce que je disais, qui sont nos cibles prioritaires. Et en les injectant dans tous ces modèles, on va suivre, là encore, la performance du contenu en lien avec ces cibles stratégiques. Parfait. Laurent, pour Maeva, alors vous disposez d'un portefeuille, vous me disiez quand on a préparé cet échange, d'à peu près 100 000 hébergements, c'est ça ? Exactement. Et d'un moteur de recherche intelligent qui est disponible sur le site et qui est déjà bien performant. Comment est-ce que vous prévoyez d'étendre cette découvrabilité au-delà de la plateforme pour capter la demande partout où elle s'exprime ? On a en effet un catalogue très large de plus de 100 000 hébergements pour partir en vacances, en camping, en bien de particulier. Et le premier enjeu, c'est, tu en parlais Marie-Laure, c'est qu'il y a quand même un sujet de data et de structuration de la donnée. Parce que si la data n'est pas structurée, que ce soit le catalogue produit, sur le site, tout ce qu'on collecte d'un point de vue client, ça va quand même être compliqué. Donc nous, on a un vrai volet structuration de la data pour qu'ensuite on puisse l'activer. On commence finalement à tester pas mal de choses. On a lancé un WhatsApp inspirationnel pour justement essayer déjà de capter un petit peu quel type de conversation peut avoir le client. Parce que aujourd'hui, on a un moteur de recherche classique. On met une destination, on met des dates. Mais clairement, les usages vont échanger. On va passer de je recherche peut-être un lieu à je recherche une expérience. Et c'est là où LLM vont être beaucoup, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche pour dire j'ai envie de partir en famille pour aller faire du surf. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui ? Le site web n'est pas du tout adapté à ça. Donc, on a vu en lançant ce POC sur WhatsApp des questions qu'on n'aurait pas forcément identifiées grâce à ça. Et on a travaillé en effet pour que l'LM puisse intégrer de manière pertinente notre catalogue produit, orienter également sur les produits qui nous semblent les plus pertinents. Parce que quand on a 100 000 hébergements, on a des produits qui vont être plus ou moins disponibles, avec plus ou moins des bons avis. Donc on a aussi un enjeu d'orienter sur les bons produits et aussi sur des produits du coup qui sont brandés potentiellement Maeva. Donc on a ce double enjeu de faire découvrir des choses et en même temps d'essayer de piloter quand même le LLM pour que ça parte pas dans tous les sens et qu'il propose pas n'importe quoi. Sur WhatsApp, ça nous est arrivé qu'il propose au début des vacances qu'on n'avait pas en catalogue ou des marques partez avec une autre marque. C'est pas le but. On est sur une période assez passionnante parce qu'en effet, on peut expérimenter plein de choses avec encore une fois cet enjeu que la marque doit inspirer confiance et on doit vraiment retravailler, je pense, le marketing avec une vue 360 pour attaquer tous les leviers. Les relations presse, c'est un super levier, pas forcément tout le temps exploité, mais qui permet pour nous d'avoir des citations et d'avoir des références et de remonter en termes d'autorité. Donc, on parle beaucoup du GEO. Pour découvrir la marque, le GEO, c'est jamais que le SEO un peu pimpé, un peu boosté et encore plus large pour essayer du coup vraiment d'être identifié comme une plateforme de référence et de confiance. Il y a aussi un sujet autour des avis clients, autour de l'affiliation. Vous me disiez dans cette volonté d'aller être 360 que vous voulez réactiver. Oui, historiquement, on était très Google. Achat de mots-clés, ça marche, ça se pilote facilement. On avait abandonné certains canaux, que ce soit sur des aspects un petit peu SEO, certains partenariats sur de l'affiliation qu'on a relancé, parce que ça nous permet en effet de remonter sur plein de petits sites qui vont demain être cités, qui n'étaient pas forcément en odeur de sainteté auprès de Google, parce que Google faisait remonter quand même les principales marques sur des sites optimisés, mobile first, etc. Donc il y a plein de petits sites, plein de petits blogs qui avaient un petit peu disparu de la circulation. Donc on mise en effet sur cet aspect-là. Et sur l'aspect avis client,
nous, les avis vacanciers, c'est le premier driver de conversion sur le site. On a fait une analyse. Qu'est-ce qui fait qu'un produit convertit bien? Donc, évidemment, il y a le prix, il y a les photos, mais c'est l'avis qui fait vraiment la différence. Donc là, on est en train de changer de solution technique avec un enjeu que ces avis, on les collecte, mais qu'on les diffuse à droite à gauche. Parce que s'ils restent que sur maeva.com, c'est chouette, mais en vrai, je vais juste me dire que moi, c'est bon, je suis content de mes avis. Si on les diffuse sur des plateformes tierces, Nord, Mafnor, ça prend plus de poids. Donc on travaille aussi sur ces aspects-là pour vraiment être identifié à tous les moments de recherche du vacancier, que ce soit sur la partie inspirationnelle sur les réseaux sociaux et la partie un peu plus fin de tunnel à l'assurance, où on va tous aller vérifier quand même sur Google, c'est quoi la note, c'est quoi les derniers avis, parce que les vacances, c'est quand même très important et un achat qui est hyper engageant. On est une cible très familiale, donc il faut quand même rarement se planter si on ne veut pas avoir des problèmes avec ses enfants, avec sa femme. Donc on essaie vraiment de travailler cette réassurance et cette différenciation. Et je pense qu'en effet, demain, la différence, ça va être la marque et le lien qu'on va réussir à garder et créer avec cette marque-là, parce qu'en fait, sinon, il va être beaucoup plus autonome, il va pouvoir se débrouiller tout seul et gérer ses vacances. On travaille pour rajouter du service, rajouter de la qualité, rebooster aussi notre service client pour répondre au téléphone. On a, nous, par exemple, un service client en France, ce qui nous différencie aussi de potentielles plateformes américaines. Et ça permet, pareil, de dire, en fait, si vous avez un doute, il y a quelqu'un qui peut vous répondre. Et ça, pareil, sur la partie différenciation, ça nous permet du coup de bien remonter et de créer cette confiance avec l'utilisateur. Ok, c'est clair. Alexandre, alors l'influence de l'IA, on le disait tout à l'heure, ne se dément pas pour le secteur de la beauté. Et comme beaucoup de marques, Sephora fait partie des marques aussi grand public bien présentes dans les IA. Quelles sont selon vous les préconisations clés pour qu'une marque devienne une référence dans les LLM et auprès des agents, sans pour autant avoir à racheter ce fameux client? C'est vrai qu'on est dans une première phase qui est encore quand même très expérimentale et qui est assez dans la continuité de ce qu'on a connu avec le SEO des dernières années. La question de la découvrabilité sur notre propre site, donc déjà optimiser nos recherches, nos moteurs de recherche, répondre moins à des index qu'à des questions personnalisées. La visibilité sur les moteurs, on voit l'importance de sites internet pour ça, et la création, la constitution et l'entretien d'un corpus de contenu exclusif. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, c'est clé. En revanche, quand on voit la vitesse à laquelle les choses vont, et qu'en 48 heures, ChatGPT est maintenant considéré un peu comme le CompuServe des années 90, ou AOL pour les plus seniors, on peut se poser des questions aussi sur la pérennité des moteurs et le choix du moteur, et se dire que cette question de la visibilité, elle est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et que cela doit nous conduire quand même à réfléchir beaucoup, bien sûr, à l'élévation de notre marque, mais aussi à notre offre et aux stratégies commerciales. Fondamentalement, on ne sait pas quel est le modèle économique des Claude et ChatGPT dans les semaines, les mois qui viennent. Vous avez vu les pubs pour le Super Bowl pour pour Claude, qui se moquait de ChatGPT en disant que tout était sponsorisé et ça remet en cause aussi les recommandations. Et la question qui sort de plus en plus, et je ne prétends pas avoir la réponse, qui commence à arriver, c'est qu'on parle beaucoup des LLM. Vous avez parlé des agents, mais on ne parle pas assez des agents. C'est-à-dire qu'apparaissent aujourd'hui, dans le voyage, dans la finance, dans d'autres domaines, des startups qui, non seulement vous disent « je vais vous aider à choisir votre voyage, n'allez plus sur Booking ou Airbnb, on va gérer tout ça et on sera votre agent de référence », mais il y a maintenant des agents qui s'équipent de supply chain complète. C'est-à-dire qui vous disent « je vais acheter en votre nom le produit dont vous rêvez et je vais vous le livrer via ma supply chain et vous n'aurez plus aucun contact avec la marque ou le retailer avec lequel vous ne serez plus bombardé d'emails, etc. Mais moi, je vous relayerai toutes les offres, etc. » Donc se pose la question aujourd'hui des programmes de fidélité pour agents. Ce programme de fidélité d'agréer des agents pour acheter chez nous. Et se pose même la question de retirer l'offre commerciale du web. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a même des acteurs qui travaillent énormément le corpus de contenu.
en fait partie, vraiment travailler la réputation, les marques, et retravailler notre offre vers de l'exclusivité. Et l'exclusivité à l'ère de l'IA, est-ce que c'est une exclusivité publique ou une exclusivité qui sera réservée à certains agents propriétaires, agents partenaires, et est-ce qu'on s'avère être une foire d'empoigne pour éviter de tomber dans une banalisation, une commoditisation des marques et des retailers. Donc je pense qu'en effet, il n'y a pas de recette miracle, on ne sait pas encore quelles sont les recettes et on ne sait même pas encore quels sont les plats qu'on nous sert. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance extrêmement rapide des transactions inspirées par les LLM et les agents, et de plus en plus d'agents qui font des transactions. C'est encore réduit dans le secteur, mais ça commence à croître, et ce n'est pas ceux qu'on croit qui viennent acheter. Et si je vous disais que vous alliez avoir demain un personal shopper tranquille qui vous connaîtra par cœur et qui fera usage des LLM divers et variés, qui ira chercher les avis qu'il faut pour les produits et que vous n'aurez plus besoin d'aller farfouiller sauf pour le plaisir, il y a des gens qui sont très séduits par ça. Donc comment se différencier dans cet univers-là ? Je pense que c'est le IA phase 2 dans lequel on rentre actuellement, qui est vraiment passionnant et pour lequel il faut se préparer. Eh ben, on va suivre ça de près. Merci Alexandre. Adrien, alors en tant que, pour Meilleur Taux, en tant que marketplace financière, quelle posture privilégiez-vous pour garantir la découvrabilité de vos offres à chaque moment de vie ? On est quand même sur un secteur, à chaque moment de vie du client, on est quand même sur un secteur financier assez délicat. Alors c'est clé peut-être à la différence de mes camarades. On est un peu plus réglementé, je pense, que vous, donc on a un peu moins de liberté. Donc mais c'est quand même intéressant. Nous on travaille deux aspects. La partie qu'on maîtrise, qui est l'expérience sur notre site. Et effectivement, ce qui a été dit est très juste. On avait avant des tunnels et on est en train de pivoter vers le client peut avoir une question qui n'est pas nécessairement issue d'un tunnel et peut-être qu'il veut commencer par poser sa question avant d'avoir son tunnel. Donc on est en train de faire évoluer ça avec de l'IA générative et c'est quelque chose qu'on fait mais qui fait partie de la vie naturelle du digital. C'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer les parcours, ça a toujours été le cas et l'IA générative est une super opportunité. On fait aussi quelque chose qu'on maîtrise, qui est, on commence à aller vers les LLM. C'est-à-dire qu'on est en train de construire des apps qui nous permettent d'être disponibles à l'endroit où les utilisateurs consomment l'information. Donc ça, c'est un deuxième sujet sur lequel on a une maîtrise complète et sur lequel on avance bien. Alors c'est récent, ça bouge tout le temps, il faut réussir à suivre. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et après, il y a des sujets sur lesquels, c'est plutôt de l'influence. Et là, on n'est pas en contrôle, c'est pas chez nous. C'est-à-dire qu'on essaie de faire au mieux. Sur ces sujets, il y a la production de contenu, c'est un sujet qui est très important. L'autorité de marque, c'est vraiment ce qui est important. On a la chance, c'est qu'on avait une bonne base. Donc on a déjà dans les LLM qui ont été entraînés avec les corpus d'informations du passé, plutôt une bonne présence, ce qui est plutôt bien. Mais donc il faut qu'on continue cette production de contenu et qu'on la fasse à l'endroit où les LLM s'entraînent, qui n'est pas tout à fait l'endroit où on avait l'habitude de publier. Donc on est en train de faire du Reddit maintenant, faire des choses qui sont qui n'étaient pas natifs pour nous, mais sur lesquelles on pivote et on fait nos premières discussions. Et ça, c'est très bien. Donc production de contenu qui effectivement met en avant la marque et beaucoup plus généralisée. On a lancé une Content Factory récemment et elle bat son plein et on va continuer de la scale dans les prochains mois. Le dernier point de ça, c'est la partie JIO qui a été citée, qui est, une fois qu'on a produit du contenu, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on fait quand même pour se débrouiller, pour remonter ? Alors, là, ce que je trouve intéressant, moi, le parallèle que je fais, et je ne sais pas si vous le partagez, mais il y a une vingtaine d'années, quand les moteurs de recherche se sont lancés, c'était la foire d'empoigne sur les algorithmes de ranking, et on ne comprenait pas comment ça marchait, et ça changeait tous les 2 jours. C'est pas exactement ça qui se passe, c'est un phénomène qui est un petit peu plus complexe. Il y a des algos de ranking les LLM vont poser des questions, récupèrent des informations, et puis après, ils ont leur connaissance propre. Et ça, c'est des entraînements qui sont beaucoup plus rares. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la recherche tous les jours, mais ils sont entraînés une fois sur la base des corpus. Donc, il faut réussir à influencer ça. C'est assez compliqué, ça change beaucoup, parce que chacun se positionne, avec des positionnements stratégiques d'ailleurs différents. Si on a parlé d'Anthropic qui a une approche un peu spéciale. On a parlé d'OpenAI aussi. Bref, ça c'est compliqué. Donc ce JO, nous on le pilote. Il y a plein d'astuces derrière. C'est vraiment des astuces. Il faut les suivre au jour le jour. Ce qu'on mesure, c'est notre share of voice. C'est en gros, quand on parle de sujets financiers, où arrive Meilleur Taux par rapport aux concurrents et
Et notre share of voice global, on est 2 fois devant le deuxième. Donc on est assez content de ça, il faut qu'on continue de le piloter, c'est bien, mais la situation ça reste une belle opportunité en fait. On le voit plutôt comme ça, parce qu'il y a... néanmoins, ça va changer. Ça va changer parce qu'on voit les positions des différents acteurs de l'IA et qui sont en train de tous chercher la méthode technologique pour monétiser et remettre des publicités. Alors tous, à part Anthropic et Claude, qui eux ont une approche différente. Mais donc, à la question, quels vont être leurs business models de demain, c'est une très bonne question. J'ai évidemment pas la réponse, mais je mettrai une petite pièce sur le fait de dire qu'ils vont se faire de la concurrence les uns les autres et que ça va être favorable pour nous, puisque dans un Red Ocean, on est plutôt à l'aise, nous, courtiers, sur se positionner. C'était le cas sur les enchères, sur le SIA et sur tout ça. Donc on va être ravis de ce mouvement. Voilà, et on l'aborde avec confiance. Sous toutes ces transformations dont vous parlez, ça pose aussi un sujet autour de la gouvernance, puisque déléguer une partie de la découverte et de la recommandation, ça doit être maîtrisé. Oui. Quel est aussi votre point de vue par rapport à ce point-là ? Alors, ça c'est un vrai point dans les sujets de gouvernance. Il y a évidemment les sujets de data privacy sur lesquels il faut être particulièrement prudent, mais ça, c'est des choses qui sont contractuelles et des partenariats. Il y a des LLM qu'on ne citera pas, mais qui ont la réputation de réutiliser les données qui sont utilisées, donc avec lesquelles on refuse de travailler. Et après, il y a un autre sujet sur les LLM. Je disais que les réponses étaient partiales. Elles le sont, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et alors, ça hallucine de moins en moins, mais ça hallucine quand même. Dans un métier réglementé, c'est un cauchemar, les hallucinations. Parce que il y avait cet exemple il y a 1 an et demi d'un utilisateur de chat. Air Canada avait sorti un chatbot et un utilisateur avait réussi à lui faire dire qu'il y avait des vols gratuits. Ouais. Et Air Canada avait dit oui, mais c'est pas nous, c'est ChatGPT. Et en fait, non, ça a été. Il y a eu une jurisprudence qui est passée depuis et qui dit non, c'est bien à vous, vous l'avez dit, vous le faites. Voilà, il faut le faire. Ils ont dû tenir leurs engagements. Et donc, si moi, j'arrive à faire dire à mon chatbot que je peux avoir un crédit IMO, un taux négatif sur un montant de 100 millions d'euros, je vais devenir riche, c'est super. Mais du coup, ça m'inquiète un peu côté meilleur taux. Donc, ça, c'est les guardrails. C'est vraiment de l'IA. C'est assez complexe. C'est des sujets qui sont... Il y a un petit côté boîte noire. C'est des grosses matrices de données. Donc, c'est le cœur des IA génératives. Donc, c'est pas une boîte noire, on peut le comprendre, mais le fonctionnement global n'est pas si facile, et donc on travaille ces sujets de mettre l'IA sous contrôle pour qu'elle ne dise que ce qu'on veut. Et c'est un effort qui est un petit peu plus complexe que juste de brancher son chat GPT. Il faut aller faire des jeux d'entraînement, il faut faire des jeux de données, plein d'exemples de questions, vérifier que ça reste dedans, s'assurer sur mettre des contrôles. Bref, il y a un bel effort technologique là-dessus sur lequel on travaille. Ok, c'est clair. Alors, dernière question, un peu plus prospective. Si demain, une grande partie des interactions passe par des agents IA, et c'est Gartner qui projette que 60% des interactions d'ici 2028 passeraient par ces agents, à quoi ressembleraient les parcours, l'expérience client et la découvrabilité ? Alexandre ? D'abord, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que la gouvernance va être un point clé, et notamment protection des données. On a des questions de souveraineté aussi. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va stocker ? Le principal enjeu, juste pour ajouter une couche là-dessus, c'est la notion de mémoire. C'est que si je mémorise les questions qui ont été posées, que j'en déduis des statistiques sur les besoins, la propension ou les opinions de quelqu'un, et que je les stocke, quel est le domaine juridique sur lequel je suis. Donc ça, c'est une vraie question aussi. Je suis d'accord qu'il y a un gros problème de gouvernance. Maintenant, pour ce qui est de l'expérience client, je suis content vraiment parlons du client. Pour moi, il y a un grand gagnant dans cet avenir proche, c'est le magasin. Moi, je pense qu'on le constate, c'est que le lieu où on expérimente la connexion avec quelqu'un et un produit est en train de gagner en force et en puissance. Le retail ennuyeux est en train de disparaître, mais le retail vraiment fort et animé et qui met en valeur des produits qui ne sont pas forcément disponibles en magasin, mais qui permet d'expérimenter. Là, je sais que c'est moins parlant pour le service pur, mais c'est quelque chose qui est en train de monter. Et je vois des boîtes de services qui montent des bureaux et des magasins. Je pense qu'à l'ère de l'IA, les humains auront besoin de plus de connexion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on peut quand même voir des patterns dans ce qu'on vit. On ne sait pas ce que va être demain.
mais il y a de fortes chances que se répètent des choses qui ont déjà eu lieu. On a connu la problématique du hardware fermé. Sony qui disait vous achetez du Sony, tous les câbles sont Sony, le produit est Sony, la batterie est Sony, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Ensuite, on a eu Apple et puis on a Microsoft qui nous dit maintenant tout est Microsoft. Et aujourd'hui, on est dans une époque hybride. Ce qui est nouveau, c'est que hardware et software se rencontrent et il serait extrêmement surprenant que nos iPhones et nos Android ne deviennent pas les agents uniques, quelque part, de nos clients, qui agréeraient, comme ils agréent les apps, certains agents partenaires, et qui soient les orchestrateurs de ces agents-là, parce qu'après tout le monde en a un dans la main. Et donc il y a des questions, je pense qu'il faut garder les yeux ouverts sur le fait que les acteurs qu'on voit aujourd'hui ne sont que les dinosaures de dans 2 ans. Il y en aura probablement très peu qui vont survivre. Et qu'il faut garder... Enfin, il faut. Dieu sait ce qui va se passer, mais gardons notre calme, continuons l'amélioration de notre expérience client, la satisfaction de nos clients, parler à nos clients, respecter notre client, respecter la loi et respecter nos clients, et travailler notre offre. Parce qu'à nous concentrer sur la technique, on va rechercher des marteaux à la recherche de clous. Travaillons vraiment sur notre offre, les produits qu'on vend, les services qu'on vend, à quoi ils répondent à nos clients. C'est ça la différenciation de demain, parce qu'il y a une énorme guerre qui est en train de se jouer d'intermédiation. Et on ne sait pas quel va être le terrain de jeu demain. Il est très possible qu'on n'ait plus de site web dans 5 ans. Donc il faut vraiment garder notre calme, travailler notre offre, notre assortiment, la qualité du produit, du service, du delivery, et essayons de voir comment maintenir la relation directe avec le client. Je pense que ça passe beaucoup par les magasins. Tu partages, on va dire, on se vous voit, on se tutoie. Marie-Laure. Oui, évidemment. Pour moi, l'humain, il est au cœur dans ce monde ultra dématérialisé, digitalisé. La raison d'être de Castorama, c'est accompagner chacun à créer des habitats qui rendent la vie meilleure. Donc on est vraiment, mais archi convaincu que notre rôle, c'est d'accompagner les internautes, les clients, etc. Pas seulement à trouver le bon produit, mais à cheminer dans l'offre et les services pour obtenir des solutions. C'est assez anxiogène, le bricolage. ChatGPT, il va vous dire avant, après, génial, la bibliothèque, elle est canon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les chevilles, le mur derrière, comment il est, et le matériel qu'il faut si on décide de le faire soi-même. C'est pas la même histoire, quoi. Donc nous, on est convaincus vraiment que ça ne va qu'amplifier nos expériences clients. Je te rejoins complètement. Et puis évidemment, moi, ça fait des années que je travaille dans le retail. En miroir du client, il y a les collaborateurs en magasin, nous on les appelle les collègues. Et donc évidemment, le concept du vendeur augmenté, plus que jamais, va prendre toute sa force. On le voit évidemment au niveau des call centers, mais nous aussi au niveau des équipes en magasin, et évidemment on réfléchit à comment Hello Casto, on va pouvoir aussi l'enrichir pour nos collègues, à la fois pour optimiser toutes les tâches un peu rébarbatives, etc., qui sont à faire, et ça c'est l'IA, et on a déjà pas mal de use cases là-dessus, mais surtout aussi pour être pertinent dans la réponse aux préoccupations de la personne qu'il aura en face de lui. Donc plus que jamais, l'IA, le conversationnel, etc., va aider à construire des expériences clients super enrichies, pertinentes, etc., et qui vont permettre la sérénité et la confiance. Ça, on en est très convaincus. Et Laurent, dans les vacances, dans le secteur des vacances, qu'est-ce qui va changer à horizon 2028? Est-ce que les agents conversationnels, vraiment, on va leur déléguer toute l'expérience et la relation client? C'est assez dur de se projeter parce que ça bouge quand même tellement vite, d'une semaine à l'autre. Les usages entre un OpenAI et un Claude, suffit que suite à la pub, ChatGPT a été installé par beaucoup de personnes. Donc on ne sait pas déjà demain qui, entre guillemets, va être le gagnant. Est-ce qu'il y aura un gagnant sur les usages? Est-ce que Google va finir par remporter la partie, Microsoft, parce qu'ils ont quand même plein de données quand même de manière assez native. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça bouge. Donc je parlais tout à l'heure de vitesse, mais en effet, on a cette nécessité d'aller vite, de tester des choses, d'essayer de les mesurer, parce qu'en fait, on ne sait quand même pas vraiment comment ça marche. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue vacancier,
on voit que de toute façon, les usages aujourd'hui, les gens vont aller chercher pour organiser leurs vacances, leurs expériences. Je suis là, qu'est-ce que vous me proposez? C'est quoi le planning? Donc on va passer vraiment d'un mode je cherche des vacances à je vis une expérience, je cherche des expériences. Et c'est là où, en effet, les LLM, de toute façon, c'est hyper pratique d'un point de vue vacancier, c'est hyper pratique d'un point de vue client. Est-ce que demain on aura des sites web? Peut-être pas en effet. Peut-être que tout se fera directement sur téléphone. Peut-être qu'on aura juste à... on parlait beaucoup des enceintes vocales qui n'ont pas trop percé, mais peut-être que ça va finir par percer en disant cherche-moi mes vacances, voilà mes critères et voilà la carte bleue. On n'y est pas encore. Et entre-temps, en effet, notre enjeu, c'est de travailler le lien avec le client, d'avoir un maximum quand même de data un peu first party. Et sur cette base, consolider la marque pour faire en sorte que il y ait ce lien, cette émotion créée entre vraiment la marque et le vacancier. C'est clair, merci. Le mot de la fin, Adrien, justement, avec les bonnes pratiques. Est-ce que la fin des sites web, le futur des marketplaces à l'ère des LLM, c'est quoi? Alors, bien malin celui qui connaît le futur, hein, pardon. Mais les intuitions, c'est effectivement, je pense que l'approche web va être un petit peu challengée. Ça, c'est à mon avis, c'est vrai. Je pense que sur les métiers du service, c'est un petit peu différent. On a des agences, mais l'expérience n'est pas aussi riche que ce que vous pouvez avoir dans les magasins. Néanmoins, la relation client-conseiller, elle est hyper importante dans notre secteur. Elle est hyper importante parce qu'en fait, on ne fait pas tous les jours un crédit immobilier, on n'achète pas sa résidence principale tous les jours, parce qu'on ne place pas tous les jours des revenus, un héritage ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de parler à des humains. Donc essentiellement, on se parle de tech, mais ce qu'on veut faire, nous, c'est remettre l'humain et la bonne partie de l'humain au cœur de la relation avec nos clients. Comment on fait ça? Nous, il y a des choses sur lesquelles on assume de dire ça, c'est des tâches qui n'ont rien à faire dans le monde de l'humain. Donc typiquement, traiter des documents, relire des documents. Nous, en back-office, on a des gens qui relisent des documents, qui extraient des informations pour construire les dossiers, pour les envoyer aux partenaires bancaires. Ça, on se dit, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais que ce soit en France ou ailleurs, c'est un travail qui est fastidieux. En revanche, créer de l'intimité client, avoir cette relation, avoir ce niveau de confiance et réussir à bien écouter, bien comprendre les besoins, ne pas imposer la façon de voir le monde et les services, mais au contraire, écouter ce que le client veut faire. Ça, c'est vraiment ce à quoi on croit. Et pour ça, on va garder l'humain, c'est très important. Et du coup, c'est un peu contradictoire parce qu'en fait, l'IA va devenir meilleur que sans doute les plus jeunes, les plus juniors de ces humains. Et donc, le rôle qu'on lui donne à l'IA demain, ça va être pour nos clients qui aiment bien faire du digital, de pouvoir le week-end et les soirs demander à l'IA directement. Mais la journée, ça va plutôt être de former les juniors, les former tellement bien qu'ils vont devenir des seniors. Et donc on voit un système qui est comme ça, où l'IA va avoir un rôle supplémentaire par rapport à celui qu'elle a aujourd'hui. C'est un rôle de formation. Formation, on imagine, premier jour, j'arrive chez Meilleur-Taux, je suis conseiller, je vais juste lire un script. Okay. Deuxième jour, je vais peut-être avoir quelques bullet points sur les points importants parce que j'arrive déjà à comprendre. Après, quelques petits rappels de choses réglementaires à ne pas oublier. Et à un moment, je deviens autonome et je peux même, sur des cas complexes, parce que je suis un humain, résoudre des choses et apprendre à l'IA. Donc, on voit le futur comme ça. Il me semble sain, sustainable. Je l'aime bien. Le futur où on a remplacé absolument tout par de l'IA, je l'aime moins. J'y crois pas. Et c'est pas la direction dans laquelle on part. Et je mise quand même sur le fait que ça ne se produise pas. Eh bien, restons très optimistes. Merci beaucoup pour ces échanges et vos différents points de vue. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. 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 Merci.